Salut à tous, bienvenue sur Carte Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. On se retrouve pour le débrief de ce match Rennes-Saint-Etienne. Les Stéphanois reviennent bredouille de Bretagne. Ils ont perdu 2-0 face à une équipe de Rennes nettement supérieure aux Verts. Néanmoins, quand on regarde la physionomie du match, et on va en parler dans quelques instants dans le débrief de cette rencontre, les Rennais ont bien sûr largement dominé ce match, mais ne se sont pas créés énormément d'occasions. Et au fond, le dispositif mis en place par Pascal Duprat a failli fonctionner. Je dis failli parce qu'évidemment, quand on perd 2-0, eh ben, on revient avec 0 point au compteur. Donc on ne peut pas parler même de demi-succès, c'est pas possible. Mais on s'attendait tellement à prendre 4, 5, 6 buts que finalement 2-0, on se dit qu'on limite la casse. D'autant que peut-être que le goal average aura son importance en fin de saison. Dans la deuxième partie de cette vidéo, bah justement, on en parlera de cette fin de saison. On parlera du calendrier des Verts. Vous le connaissez par cœur, le calendrier des Verts, mais on regardera aussi évidemment surtout celui de Bordeaux. Et enfin, on dira un mot pour terminer ce débrief. Alors je vais pas dire des raisons d'espérer, parce que franchement, si je mets ça, les raisons d'y croire, les raisons d'espérer, vous allez me dire, ça y est, Flavien, il est tombé sur la tête. Non, je ne suis pas tombé sur la tête, mais en tout cas, les raisons d'espérer au moins les barrages. Ça, ce sera pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Allez, on démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Bon, Pascal Duprat avait décidé de changer un peu son dispositif. Alors non pas qu'il n'avait pas mis 5 défenseurs, parce que ça on l'a compris, ce sera 5 défenseurs jusqu'à la fin de saison, mais il avait mis 4 milieux de terrain, c'est-à-dire qu'il avait dit à Denis Bouanga de jouer, de reculer d'un cran, et on avait que Arnaud Nordin qui était en attaque de pointe. Et globalement, quand on regarde, allez, on va dire les 30 premières minutes, les 40 premières minutes de cette rencontre, ce dispositif a quand même beaucoup gêné les Rennais qui ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Il y a juste une sortie de Bernardoni dans les pieds de Bourigeaud, mais c'est tout, pas d'occasion nette. Assez peu de coups francs, d'ailleurs, assez peu de coups de pied arrêtés pour les Rennais. Et malheureusement, allez, on va dire la première occasion de cette rencontre, c'était à la 42e minute de jeu. Les Stéphanois vont se laisser surprendre. C'est Mangala qui renvoie un ballon de la tête, il gagne son duel aérien, malheureusement, il le renvoie plein axe, et là, il y a un René qui gêne un petit peu tout le monde, ça se gêne. Gournac est un petit peu en retard sur Mayer. Mayer qui contrôle de la poitrine, qui fait une frappe instantanée du gauche, qui laisse Bernardoni sans réaction, et là, ça fait un 0 à un mauvais moment, parce qu'on le sait, quand on prend un but en toute fin de première mi-temps, c'est évidemment un coup sur la tête, vous rentrez au vestiaire en vous disant tous ces efforts finalement sont anéantis à cause de ce but en toute fin de première mi-temps, et évidemment ça met un coup au moral, et je trouve que c'était pas très bien payé pour les Stéphanois. Non pas qu'on se soit créé des occasions, il y a eu une frappe d'Adi Laouchiche de 20 mètres à la suite d'un bon mouvement de Denis Bouanga qui a accéléré, qui a réussi à se défaire des Rennais et qui a pu décaler Adi Laouchiche sur le côté. Adi Laouchiche qui avait pris la place de Riyad Boudbouz, hein. Kazri était absent, Boudbouz était absent, mais également Romain Moua, et Adi Laouchiche qui a fait un match correct d'ailleurs, je trouve. Adi Laouchiche qui a frappé et qui a obligé le gardien rennais à détourner ce ballon en corner. Mais globalement, une première mi-temps bien sûr à la main des Rennais, puisqu'ils ont eu la possession de balle très largement au cours de cette première mi-temps, mais les Verts qui avaient bien tenu avec un bloc très bas et qui finalement avaient fait, je ne vais pas dire bonne figure, mais en tout cas qui avaient fait un match, une première mi-temps honorable. En deuxième mi-temps, pas de changement tactique. Les premiers changements arrivent très tard du côté de Pascal Duprat, mais il avait un banc aussi un peu faible. Et donc Pascal Duprat qui reste avec le dispositif 5-4-1 et qui lui aussi tient finalement. Les Rennais n'arrivent pas à faire le break. Le match avance, avance, avance. Les Stéphanois vont décider de prendre un peu plus de risques. C'est-à-dire que je pense que Pascal Duprat s'est dit surtout ne changeons pas le schéma tactique à la mi-temps, parce que si on passe en 4-4-2 ou si on change complètement, on risque de prendre 3, 4, 5 buts. Et évidemment, il fallait surtout éviter la valise à Rennes pour le goal average, c'est très important. Et donc, du coup, il reste avec le même dispositif. Et en toute fin de match, avec quelques changements supplémentaires, Youssouf est rentré, Neyou est rentré, bon, Tube est rentré. Sako est rentré aussi en attaque. Il a décidé de changer un peu le dispositif. Je crois qu'il a fini en 4-4-2. Et du coup, les Verts se sont un peu découverts et Mayer a marqué le deuxième but en toute fin de rencontre. Les Rennais font le break à ce moment-là, mais c'était assez logique puisque les Verts ont pris un peu plus de risques. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, à un moment donné, ils avaient un peu la possession de balle, et même en tout début de deuxième mi-temps, ils auraient pu égaliser suite à un excellent travail d'Adi Laouchiche qui fait une magnifique pichenette pour Arnaud Nordin qui frappe sans contrôle du gauche. Malheureusement, le gardien était là, enfin le ballon était un peu sur le gardien, c'était très difficile, mais c'était une belle action. Et les Verts, finalement, en deuxième mi-temps, n'ont pas non plus été ridicules. Le break rennais se fait à un moment du match où, globalement, les Verts ont pris un peu plus de risques pour essayer d'égaliser. Voilà, une ouverture. Mangala qui fait un tacle glissé, mais il la remet directement sur Mayer. Mayer qui arrive et qui ajuste Bernardoni, qui peut
qui a pas de chance parce que le ballon lui passe entre les jambes en fait sur ce coup-là. Mais voilà, ça fait 2-0 pour Rennes, victoire logique. Alors c'est une victoire qui, moi j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters stéphanois qui sont très énervés. Honnêtement, il n'y a pas de surprise. Moi, je suis surpris que ça surprenne en fait. Il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est qu'on n'en ait pas pris 6 en fait. Si on veut aller au bout du truc. On a une équipe qui est tellement faible. Enfin, je veux dire, il ne faut pas le perdre de vue. On a une équipe qui est faible. On n'est pas capable de prendre le jeu à notre compte. Donc voilà, la stratégie, c'était de laisser le ballon au Rennais et de tenir, tenir, tenir. Et ça aurait pu marcher, franchement. Parce que le premier but, il est beau, mais c'est un peu un coup de billard, en quelque sorte. Le ballon revient sur Mayer avec un peu de chance. Puis le deuxième but, en fin de rencontre, honnêtement, c'est parce qu'on prend un peu plus de risques. Alors évidemment, du point de vue des statistiques, Rennes a eu 73% de possession de balle. Ok, ils ont fait 700 passes, quand nous, on en a fait 263. Mais après, quand on regarde les occasions, ça se resserre. Les occasions, 11 pour Rennes, 5 pour Saint-Étienne. C'est pas 10 fois plus. C'est 2 fois plus. Bon, quand on joue à l'extérieur, c'est pas illogique d'avoir moins d'occasions, surtout qu'il y avait une ambiance, à Rennes, le stade était plein. Quand on regarde les tirs, 13 pour Rennes, 8 pour Saint-Étienne. Ah, c'est même pas 2 fois plus là. Et puis quand on regarde les tirs cadrés, c'est 3 pour Rennes, 3 pour Saint-Étienne. Donc si vous voulez, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que Saint-Étienne a fait un match exceptionnel et qu'on aurait mérité le match nul, parce qu'encore une fois, au vu de la physionomie du match, Rennes mérite de gagner, mais on aurait pu arracher un match nul sur un malentendu. Voilà, en tout cas, on ne pouvait pas faire plus, on ne pouvait pas faire mieux, compte tenu de la force de l'effectif ou de la faiblesse de l'effectif. Et voilà, alors maintenant, ce qui va compter au fond, au-delà de ce match face à Rennes et de cette défaite qui était attendue, c'est ce qui va se passer au cours des 3 prochains matchs. Bah, ça, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de ce débrief. Allez, maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est les 3 derniers matchs de championnat. Alors là, il va y avoir une mini trêve. Le prochain match, c'est le déplacement à Nice. Vous savez, on se déplace 2 fois de suite. Nice, ce sera le 11 mai. Ensuite, on recevra Reims 3 jours plus tard, le 14 mai. Geoffroy Guichard, vide. Et enfin, on terminera une semaine plus tard, le 21 mai, à Nantes. Voilà. Donc, c'est les 3 matchs qui nous restent. 2 déplacements difficiles. Nice-Nantes. Un match plus abordable à Saint-Étienne face à Reims, mais à huis clos. Le match face à Nice, d'abord, bon, on l'a dit lors de Carton Rouge Le Mag, ce sera un match qui suivra directement la finale de Coupe de France. Peut-être qu'il y aura lieu 3 jours après la finale de la Coupe de France. Si Nice gagne, peut-être que les Niçois auront fait la fête et peut-être qu'on les prendra au bon moment, même s'ils sont encore en course pour la Ligue des Champions. Ce match face à Nice, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à attendre du côté de Pascal Duprat. On va rejouer avec le même dispositif, 5-4-1, on va blinder et on attendra. Du côté du match face à Reims, honnêtement, quand on regarde le classement aujourd'hui, Reims est au milieu de tableau. Enfin, au milieu, ils ont 40 points, donc ils sont sauvés, ils sont 13e. Donc Reims ne joue ni la Coupe d'Europe ni le maintien. Donc on peut espérer un relâchement, surtout que Reims est très mauvais à l'extérieur. Moi j'espère une victoire face à Reims. Et puis le match face à Nantes, bah, on verra parce que Nantes pour l'instant a 51 points, ils sont 9e. S'ils avaient battu Lens à l'extérieur, c'est-à-dire à Lens, ils auraient pu essayer de se relancer dans la course à l'Europe. Là honnêtement ça va être compliqué pour eux. Donc je pense qu'on jouera contre une équipe de Nantes qui n'aura plus rien à jouer non plus en toute fin de championnat. Ils auront joué leur finale de Coupe de France. Donc on peut peut-être aussi arracher un point. Bon, ce qui est important au final les amis, au-delà de notre calendrier, vous l'avez compris, c'est de regarder les autres. Et les autres, moi je vous le dis comme je le pense, c'est même plus Clermont, c'est même plus 3. On joue le barrage en fait. On joue le barrage. On a 31 points au moment où je vous parle. Bordeaux en a 27. On a moins 32, Bordeaux a moins 37. Simplement, au moment où j'enregistre ce débrief, Bordeaux n'a pas encore joué contre Nice. Donc vraiment, j'espère que Nice va aller au moins faire match nul à Bordeaux. C'est mon pronostic. Si Bordeaux fait match nul face à Nice, il faudra également regarder le match Angers-Monaco. Alors pourquoi? Pas tellement parce que Angers est encore dans la course au maintien, ils ont 35 points, donc à mon avis, ils sont quand même plutôt bien. Simplement, ils ne sont pas encore sauvés mathématiquement. S'ils perdent à Monaco, le prochain match, c'est Angers-Bordeaux. Ça veut dire que Angers voudra absolument gagner ce match pour se sauver mathématiquement et définitivement à domicile. Donc moi, j'espère beaucoup que Monaco batte Angers et que du coup, le Angers-Bordeaux soit crucial pour Angers et il faut qu'il batte Bordeaux. Ça veut dire que dans l'hypothèse que je fais, les amis, mais c'est mon hypothèse, on pourrait se retrouver donc à une journée de la fin, après le match à 2 journées de la fin, pardon, après le match face à Nice et le match de Bordeaux face à Angers. Bordeaux aurait pris 1 point. Nous, mettons qu'on perde à Nice, on aurait pris 0, donc on serait à 2 journées de la fin et on aurait 3 points d'avance sur Bordeaux avec un goal average très favorable. Ce qui veut dire que si on bat Reims, après on est sûr de jouer les barrages. Mais vous voyez, c'est alambiqué tout ça, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder ce que font les autres, c'est triste, mais on n'a pas le choix.
Donc moi, je pense que c'est encore jouable les barrages. Encore une fois, avoir 4 points d'avance. Alors on va attendre de voir Bordeaux. C'est sûr que si Bordeaux gagne cet après-midi face à Nice, ça change la donne. Mais on peut encore y croire aux barrages. Voilà, après le match des barrages, ben, si on joue les barrages, on aura le temps d'en parler le moment venu. Mais les barrages sont encore jouables. Ça passe par un bon résultat face à Reims à domicile. Et voilà, et donc du coup, aujourd'hui, moi je ne crois plus du tout à notre capacité à nous maintenir directement. Cette défaite nous le montre. On a trop de retard sur Clermont qui est juste au-dessus, mais même sur 3 ils ont un goal average qui est meilleur que le nôtre. Donc c'est cuit, ils ont 2 points d'avance, plus un goal average meilleur, c'est-à-dire qu'ils ont 3 points d'avance et ils n'ont pas encore joué. Donc pour moi, c'est cuit pour le maintien. La seule place que l'on joue, c'est les barrages. Et voilà, alors est-ce qu'il y a des raisons d'y croire une fois qu'on sera barragiste? Bah oui, je pense, j'essaye de rester un petit peu optimiste. Voilà, j'essaye de garder un peu le positif. On en parle tout de suite dans la dernière partie de cette vidéo. Oui, alors si les Verts sont barragistes, hein, tout ça c'est au conditionnel, est-ce qu'on a une chance de nous en sortir? Et puis est-ce que les barrages c'est encore tout à fait jouable? Oui, je pense que oui, ne serait-ce que pour une seule raison, les amis, c'est que si on refait un petit peu l'histoire de ce début d'année 2022, en fait, hein, depuis le mois de janvier, on voit bien qu'il y a eu un avant et un après. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux. Il faut regarder le- 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 les résultats de la Saint-Etienne pour voir qu'il y avait bien le avant et le après. Le avant blessure Falaï Sako et le après blessure Falaï Sako, qui se blesse face à 3. C'est-à-dire que Saint-Etienne sans Falaï Sako, bah, c'est 20 buts en 7 matchs. C'est 3 buts par match. C'est une passoire la défense. C'est Falaï Sako, en fait, qui a permis au Vert d'engranger de bons résultats. C'est tout. Alors on me disait, ouais, regarde, Bernardoni, voilà, depuis que Bernardoni est là, les résultats sont meilleurs. Mais c'est pas Bernardoni, c'est pas Mangala qui a fait un pas très bon match face à Rennes, contrairement à Moukoudi qui a fait plutôt une bonne rentrée. C'est pas Mangala, c'est pas Bernardoni, c'est Falaï Sako. Falaï Sako. J'espère que je suis clair là-dessus. Et Falaï Sako, il va revenir, visiblement. Il va revenir et il va revenir plutôt contre Reims. Si Falaï Sako revient, franchement, je redeviens un petit peu optimiste. Alors, dans quelles conditions physiques il reviendra? À mon avis, plutôt bonne, parce qu'il ne sera pas resté absent 6 mois. Donc, je pense que j'y crois. Voilà. Moi, et pour moi, c'est incroyable, en fait, hein, quand vous réfléchissez 2 secondes, nos espoirs de maintien en Ligue 1 reposent sur, en tout cas à mes yeux, sur les performances des autres équipes, c'est-à-dire qu'on dépend des autres, et dépend également euh, d'un joueur. Mais c'est clair et net. En fait, c'est quand on refait l'histoire, Falaï Sako, les caractéristiques de ce joueur, rapide, euh, bon sens de l'anticipation, bon technicien, permettait de combler les lacunes de notre charnière centrale, de notre défense centrale. En gros, quand Sako était là, Mangala, dans son rôle de stabilisateur de la défense, même pas très rapide, bah, c'est plus le même joueur. En fait, on l'avait déjà vu ça par le passé. Souvenez-vous, quand Pape Cissé est arrivé, d'un seul coup, il a rendu les autres meilleurs. C'est-à-dire qu'en défense, d'ailleurs plus que sur les autres lignes, plus qu'au milieu de terrain et plus qu'à l'attaque, la présence d'un joueur peut rendre les autres meilleurs. C'est incroyable en fait. Et Falaï Sako rendait les autres meilleurs. Et quand Falaï Sako n'est pas là, tout s'effondre en fait. Parce que enfin, le nombre de buts qu'on prend, mais c'est vertigineux. C'est porte ouverte à Saint-Etienne. On en a pas encore 2 à Rennes. On se dit c'est un miracle, on n'a pas pris 5 ou 6. Vous voyez où on en est rendu. Donc voilà, ce qui me rend plus optimiste, ou en tout cas un petit peu optimiste, c'est que Falaï Sako pourrait revenir avant la fin du championnat, et que évidemment, s'il revient, bah, il reviendrait aussi pour les barrages. C'est ça la réalité. Et que donc du coup, c'est quand même un atout supplémentaire pour la Saint-Etienne, avec peut-être le retour de Romain Mouma. J'espère aussi Kazri qui sera de retour, et Boudbouz, j'ai pas trop compris leurs absences, en espérant qu'ils seront de retour, même si Kazri sera suspendu à Nice. Donc voilà, et puis peut-être Crivelli, mais alors Crivelli c'est un mystère, je ne sais pas ce qu'il vaut ce joueur, on l'a vu jouer 20 minutes, ça suffit pas pour se faire une opinion. Donc voilà, comme prévu, on va souffrir jusqu'au bout, comme prévu, c'est une saison pourrie, comme prévu, vivement l'année prochaine, si on reste en Ligue 1 bien sûr. On se retrouvera pour le match face à Nice, évidemment on le commentera en direct. Le match face à Nice d'ailleurs, il est prévu un mercredi à 19h. Donc voilà, on commentera ce match évidemment ensemble les amis, en espérant qu'on ne prenne pas non plus une valise à Nice, puisque comme je vous l'ai dit, le goal average aura peut-être son importance en toute fin de saison pour savoir qui de Bordeaux ou Saint-Etienne jouera les barrages. Merci d'avoir suivi ce débrief les amis, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.